La technique ferroviaire française a enregistré des résultats spectaculaires au cours de ces dernières années. Depuis 1955, la SNCF est détentrice du record mondial de vitesse sur rail à 331 km/h. Depuis 1967, des trains de voyageurs circulent quotidiennement sur une partie de leur parcours à la vitesse de 200 km/h en parfaite sécurité. Depuis 1971, nous utilisons la technique de la turbine aéronautique appliquée à la traction. Ce sont les turbotrains de la ligne Paris-Caen-Cherbourg, puis maintenant des lignes transversales au départ de Lyon. Enfin, le prototype à très grande vitesse, le TGV 001, a montré amplement que la technique rail-roue est tout à fait valable aux vitesses de l'ordre de 300 km/h. Arrivera-t-on à réaliser de telles vitesses sur le réseau actuel? Non, et ceci pour deux motifs. On ne peut pas faire coexister sur une même ligne des trains de voyageurs circulant à environ 300 km/h et des trains de marchandises roulant à des vitesses beaucoup plus réduites. D'autre part, les caractéristiques techniques des lignes actuelles du réseau français classique ne permettraient pas de telles vitesses. C'est pourquoi nous avons dès maintenant étudié des liaisons de ville à ville entre grands centres sur des infrastructures à construire. Et la première de ces études porte sur l'artère Paris-Lyon. Mais alors quels en seront les avantages? Les avantages seraient d'une part de remédier à la saturation progressive de l'artère Paris-Dijon-Lyon, qui est tout à fait préoccupante pour les exploitants ferroviaires, et d'autre part d'accélérer les liaisons dans le quart sud-est de la France. C'est ainsi que Paris serait rallié à Lyon en moins de 2 heures. Il faut dire d'ailleurs que ces études de tracé de lignes ferroviaires s'apparentent davantage aux études de tracé des autoroutes qu'aux études classiques que pouvait faire la SNCF. Et elle a donc dû adapter ses méthodes. Et le premier exemple de cette adaptation, c'est l'étude du tracé de Paris-Lyon. La recherche de tracé d'une infrastructure nouvelle est en fait une succession d'études de plus en plus précises sur des plans à échelles diverses. Chaque étape du projet correspond à des approches du tracé bien définies, l'échelle des plans augmentant à chacune de ces étapes. Au stade des études préalables à petite échelle, ce tracé est défini globalement. Les impératifs économiques et humains conduisent à ne pas créer de pénétration nouvelle des villes importantes, mais à se raccorder sur les voies existantes. La ligne doit éviter au maximum les cours d'eau et les routes dont le franchissement augmente les coûts d'infrastructure. Le passage des reliefs trop accentués s'effectue par des trouées naturelles où l'on retrouve parfois le tracé des voies romaines. La possibilité technique actuelle de gravir des rampes de 35 mm par mètre permet à la ligne nouvelle d'épouser le profil des terrains moyennement accidentés, soit sur les versants des vallées, soit par franchissement des collines. Dès ce stade, des études réalisées principalement sur documents, les géologues indiquent les terrains où le principe même du passage est remis en cause. Le tracé optimal alliant la moindre distance et le moindre coût d'établissement est alors retenu afin d'obtenir le meilleur bilan économique possible. Les études préliminaires définissent une zone de 1 km de large. Dans ces limites, le tracé peut varier selon les différentes contraintes relevées ensuite sur le terrain. Une reconnaissance du tracé s'impose. Elle apporte parfois des surprises dues à l'imprécision relative des cartes. La ligne passait au pied du château, sur l'aqueduc de la Vanne, au niveau du lac dont la surface a doublé. 350, 360, 370, 350, 360. Chaque tracé envisagé donne lieu à l'établissement d'un profil en long. Un relevé des courbes de niveau
s'effectue sur les cartes au 25 millième et le résultat chiffré est introduit en ordinateur. À partir de ces données, le profil en long se dessine automatiquement, fournissant ainsi les bases numériques des différentes variantes. Calcul des terrassements, déblais et remblais, définition de principe des ouvrages d'art à construire, estimation précise du coût de la ligne et de ses variantes locales. Les différentes contraintes sont à nouveau examinées sur le terrain et les premiers contacts pris avec les autorités départementales responsables. À Montereau, nous avons été obligés de respecter un monument classé, la ferme Saint-Martin, située à flanc de colline, à la lisière même de la ville. Cette contrainte nous a conduit à occuper une trouée naturelle, vide d'urbanisation, et dont la topographie a permis de descendre sans trop de difficultés du plateau de Brie dans la vallée de la Seine. Nous nous sommes trouvés devant une véritable barrière qui est constituée par la forêt des Bâtés, située entre le bassin d'Autun et les monts du Charolais. Nous avons cherché un passage, un seul s'est révélé possible, c'est la vallée de la Digoine. C'est une vallée étroite que le tracé suit en passant alternativement d'un flanc à un autre, et le dernier passage nécessite même un viaduc de 300 mètres de long avant d'accéder au plateau de Tintry. Nous sommes à Saint-Laurent-d'Andenay et nous venons du bassin de la Deûne avec le Creusot. Il nous a fallu franchir cette barre constituée par les monts du Charolais et nous avons dû trouver un point bas de passage. À 400 mètres d'altitude, les terrassements sont très importants, de l'ordre de 30 à 35 mètres de hauteur, avant de descendre dans la vallée de la Groune vers Mâcon. La traversée de la Vanne et l'accès au plateau d'Hôte nous avaient semblé très difficiles du point de vue topographique dès le début des études. Et la recherche de tracés sur carte nous avait permis de trouver un projet qui limitait les difficultés. Malheureusement, tu es intervenu. Et dans cette optique de tracé, nous passions dans une zone tourbeuse, fort compressible. C'est pourquoi nous avons recherché une autre variante qui passe à proximité de ce village. Et malheureusement, étant en remblai, nous passons maintenant sur une partie fort complexe au point de vue des blés et au point de vue topographique. Oui, en fait, il y a maintenant un remblai important et surtout un très gros déblai. Et c'est un exemple typique d'une contrainte géologique débouchant sur une contrainte topographique certaine. Après l'abandon de passage par Tizy, une nouvelle solution a été recherchée qui modifie l'ancienne sur 60 km et l'allonge d'environ 1,5 km, sans éviter la descente du Tonnerrois. Mais tu vois, les conditions géologiques ici sont bien meilleures. Les venues d'eau et les glissements moins importants, ce qui doit assurer une meilleure stabilité à l'ensemble. En effet, la topographie est plus favorable. La succession de bosses et de vallons que nous voyons permet de mieux suivre le terrain et de limiter l'importance des remblais et des blais. C'est pourquoi nous pensons que la descente dans la plaine de l'Auxois s'effectuera dans des conditions relativement favorables. En Bourgogne, les marnes du Lias sont redoutées pour leur instabilité et à Marcheseuil, nous sommes passés entre le village et la montagne de Bar pour éviter justement toutes les zones de glissement. Après le franchissement de la côte chalonnaise, nous avons dû aborder la difficulté essentielle de tout le tracé, qui est le col du Bois-Clair. En effet, tout au long des différentes étapes de l'étude, nous avons trouvé des difficultés topographiques, bien sûr, mais aussi géologiques, d'urbanisation et même de sites. La chapelle des Moines, site classé du XIIe siècle, nous a imposé de passer du versant ouest au versant est. Précédemment, nous appuyions sur cette colline et le tracé actuel passe en face en s'inscrivant le mieux possible dans le vallon lamartinien avant de descendre vers la Saône puis vers Lyon. Les études d'avant-projet permettent d'affiner la solution retenue
et de délimiter définitivement le tracé. Des cartes très précises sont établies par l'intermédiaire de photographies aériennes. À cette échelle sont résolus les problèmes de sites et de monuments historiques. Des photographies aériennes à l'infrarouge révèlent les anomalies éventuelles du sous-sol, telles que sites archéologiques ou accidents géologiques jusqu'à 3 mètres de profondeur. Une auscultation géophysique du terrain est mise en route par des levées électriques et sismiques. Des sondages profonds déterminent les caractéristiques exactes des terrains sous-jacents. Oh là, ça fait... Hein? C'est du granit, là, oui. Des arènes granitiques, certainement. Tout ça, c'est des trucs d'alluvions. Oui, oui, c'est des alluvions. Hein? Comme c'est un massif granitique au-dessus, c'est... Oui, ça c'est vient. tout bon. Le réaménagement de l'hydrologie environnante nécessite des études spécifiques sur les régimes des rivières, le dimensionnement des ouvrages d'art et sur le rescindement des méandres. Par un souci constant d'éviter les nuisances et de respecter les sites pittoresques, le projet d'exécution fait appel à des études d'environnement. Elle s'appuie sur des dessins et des maquettes afin d'adapter l'esthétique des ouvrages d'art aux paysages traversés. Dans le vallon lamartinien, nous avons un exemple du respect d'un site pittoresque. En effet, un projet de route express existe entre Le Bois-Clair et Mâcon, et il a été décidé de réaliser une infrastructure commune, de façon à ne créer qu'une gêne dans la vallée. Des aménagements paysagers seront réalisés lors de l'exécution pour nous intégrer le mieux possible dans le paysage. L'ultime phase du projet est la définition continue abordée sur plan et sur le terrain avec des moyens modernes et efficaces tels que l'emploi du rayon laser. Distance. Fréquence 1. C'est bon. Fréquence 2. L'angle horizontal, bon. 18, 1 mètre, 25, 1, plus 2,30. Bon, je répète, 1m25, 1. L'étude d'avant-projet précise ainsi les points caractéristiques du tracé en plan par rattachement au système de coordonnées Lambert et en profil par rattachement au système de nivellement général de la France. Il est largement fait appel au calcul automatique pour l'établissement des plans topographiques, la définition du tracé et des profils en long. Des moyens informatiques règlent le calcul des volumes et des prix de terrassement. Les limites des surfaces à acquérir sont calculées par ordinateur. Un fichier domanial est constitué permettant de saisir individuellement chacune des personnes à indemniser. Mais les acquisitions domaniales ne peuvent être pleinement efficaces que si des contacts directs sont pris sur le terrain. Mon exploitation qui s'étend là sur toute la surface, vous voyez, j'exploite actuellement 55 hectares.
Alors je sais que les gars qui avaient fait le tracé, enfin qui étaient venus prendre des photos là pour commencer, avaient dit qu'ils étaient obligés de faire une grande courbe. Alors d'après le tracé que vous me faites connaître, en gros, je pense que ça peut m'en enlever une trentaine d'hectares. Tant que ça, vous croyez? Ah oui, 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 oui. Toujours sur 25, je vous dis, ça peut varier entre 25 et 30 hectares. Alors ça me ferait rester avec une vingtaine d'hectares. Je pense qu'aujourd'hui c'est une superficie qui est beaucoup trop faible pour avoir de la survie. Alors naturellement, pour moi personnellement, ça pose un gros problème. Si vraiment tous ces travaux se réalisent, je vais rester, disons, avec une toute petite exploitation. Alors il faudra bien s'orienter, je ne sais pas bien comment, soit sur une autre branche où il faudra prévoir un remembrement, ce qui sera assez difficile là dans le coin, vu les accidents du terrain. Naturellement, Au cours de multiples réunions effectuées dans les mairies des communes concernées, la SNCF s'efforce de régler les nombreux problèmes humains liés aux impératifs techniques. Alors on passe, si vous voulez, dans cette zone, on passe en tranchée, à une profondeur déjà non négligeable, 14 mètres, donc on est déjà relativement enfoncé. Ici, Franchissement de cette route. c'est le carrefour près de M. Rabian. Voilà, C'est la maison de La maison de M. Rabian, et c'est situé ici. je suis son neveu, justement. Très bien. Je le représente. Alors là-bas, on vous dit qu'on fait une tranchée de 14 mètres. Ici, 14 mètres de profondeur. au droit de la maison. Sur et une la cinquantaine de bicyclette mètres du à partir de la route, si vous voulez, jusque par là, donc au droit de la maison. Oui, c'est plat. À peu près, on voit que le profil en long est à peu près plat. Alors après, Le je rentre terrain encore dans la passe propriété Rabian, puis après dans la propriété de votre fils. Mon fils, oui. Alors ensuite, si vous voulez, oui, il y a la descente et de la Fiole. Non, ça passe pas là-bas chez vous. Je passe pas, mais où elle passe alors la voie? Le moulin est là, voilà. Le moulin est là. Le moulin est là, oui. Le moulin est là, exactement. Oui, mais il a un bois. Il y a tout ce bois là. Ah oui, Le bois de la Fiole. oui, il n'a pas tout à fait tout le bois, mais enfin, il a une partie du bois. C'est M. Dessoli, non? Ah non, de Mézières. C'est le propriétaire du moulin. Oui. Bien, si vous voulez bien, avant de discuter du problème de ce bois, je voulais simplement dire que ce chemin rural est considéré donc comme à rétablir. La voie ferrée passera en dessous, hein, Oui. comme on le voit ici. Et par conséquent, il reste à voir entre ces deux. Il reste à voir, si vous voulez, avant d'arriver pour la suite, entre ces deux ponts, donc le pont de la Nationale que nous avons vu tout à l'heure, et ce pont sur le chemin rural, à voir ce qu'il y a lieu de faire dans l'intervalle. Voilà. À droite, Le tracé de la voie nouvelle peut désormais se concrétiser sur le terrain par un piquetage dans l'axe. Avec l'ère des grandes vitesses qui entraîne une véritable mutation des liaisons intervilles, une nouvelle étape dans la grande aventure des transports ferroviaires est amorcée. De caractère international, fait pour tous, au service de tous, l'Europolitain est né.